Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords, journalistes et analystes politiques donnent rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le www.afrowebtv.com et contactez-nous sur le +1 319 462 89 119 pour donner vos points de vue sur les différents sujets de l'heure. Avis de la diaspora, c'est chaque mercredi et samedi sur afrowebtv.com/live ou sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Sur AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, amis internautes, vous êtes la bienvenue dans cette émission spéciale dans laquelle nous recevons l'un de nos leaders ici à la diaspora. Il est leader d'opinion, vous l'avez vu plusieurs fois dans nos émissions sur AfroWeb TV ainsi que sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous reçoit dans un cadre idéal ici à Nebraska, Dr Albert Katé. Bonjour. Bonjour Moïse, bienvenue à Omaha. Merci, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui dans votre état ici à Nebraska. Première question pour vous, puisqu'avec vous, on va aborder donc la question politique togolaise. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la situation togolaise, surtout des Togolais, où le peuple est toujours en attente de ces nouvelles installations. Vos premières réactions, docteur Albert Katé. Merci, tout à fait. En tant que citoyen togolais, nous sommes à l'écoute de l'évolution de la situation suite aux dernières élections de fin avril qui ont conduit à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale et par la suite la nouvelle constitution qui a été promulguée par le chef de l'État. Beaucoup espèrent voir comment les instances prévues par la nouvelle constitution de la 5e République seraient mises en place. À l'heure où nous parlons, le président de l'Assemblée a été installé et c'est devenu un contexte bicaméral où nous avons désormais une Assemblée nationale et aussi nous avons un Sénat. Et donc le Sénat n'est pas encore installé et je pense que c'est là où le petit retard accusé se fait sentir parce que c'est à la suite de l'installation du Sénat que le président de la République sera lui-même élu. Donc pour l'heure, le président du parti majoritaire ou le président du parti unir dans le contexte actuel sera automatiquement celui qui sera désigné président du Conseil, ce qui reflète ce que nous appelons chef du gouvernement, qui aura plein pouvoir. Donc le président du Conseil, lui, doit être en fait désigné automatiquement et par son parti, comme il est le président du parti, et sera notifié au niveau du président de l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée informe la Cour suprême qui va faire sa procédure pour installer, faire prêter le serment à la Cour constitutionnelle, pour faire prêter le serment par le président du Conseil. Et puis voilà, le gouvernement peut par la suite voir le jour. Donc nous attendons l'installation du Sénat pour pouvoir aller à cette dernière partie, parce qu'il faut les deux chambres pour élire le président de la République. Alors le changement de la Constitution a eu lieu. La rage de l'opposition continue toujours au Togo. La vie demeure nécessairement, donc, et on le constate tous, la même chose, même dans la diaspora. Aucune incitation en plus. Qu'en dites-vous? C'est tout à fait normal. Pas autant d'excitation puisque jusqu'alors tout se déroule comme avant. L'ancien gouvernement est toujours en place jusqu'à l'installation du président du Conseil et de son nouveau gouvernement, dont tous les ministres conduisent les affaires courantes,
jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Et effectivement, puisque l'information est claire dans la tête des gens qu'on espère la nouvelle constitution de créer un nouveau contexte, un nouveau format de gouvernance, rien n'est fait et cela ne peut se faire sentir que lorsque le chef de l'État ou le chef de gouvernement va essayer de faire une nouvelle recomposition qui va refléter cette nouvelle donne-là. À l'heure actuelle, les résultats des dernières échéances montrent que l'UNIR a raflé presque tous les sièges. Donc, l'excitation ne peut être peut-être qu'au niveau d'UNIR seul pour le moment. Donc, étant donné que l'opposition ou la plupart des partis de l'opposition et même la plupart des indépendants n'ont pas eu de siège, peut-être c'est lorsque le prochain gouvernement va être un peu élargi et va être un peu ouvert vers d'autres instances. Donc, ces nouvelles compositions, ces nouveaux membres ou bien ces autres couches qui sont absentes actuellement à l'Assemblée, ces autres couches qui sont invitées à rejoindre le gouvernement peut-être peuvent maintenant transmettre cette excitation aussi à leur base. Donc c'est pour ça il faut peut-être à ce moment précis commencer les négociations politiques, pouvoir encourager l'UNIR à s'ouvrir à d'autres instances, à s'ouvrir à d'autres couches de la nation pour que ensemble tout le peuple togolais se voit dans cette 5e République. Mais la seule chance qui reste, comme je le dis, c'est dans la composition de ce gouvernement-là. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il ne faut pas attendre que le gouvernement soit presque fait et avant de comprendre que le peuple a besoin quand même de ses représentants, si bien que les gens n'ont pas gagné des élections, si bien que des partis n'ont pas de siège, le peuple a quand même besoin de cette représentation élargie dans la commission de gouvernement. Dans le contexte de l'Afrique, c'est dans le gouvernement que tout se ressent. Il y a plusieurs institutions au niveau de l'État, mais le pouvoir, en fait, c'est toujours au niveau du gouvernement. Le peuple connaît le gouvernement et les gouvernants. Voyez, donc c'est pour ça, vous avez vu que pendant plusieurs décennies, les partis politiques d'opposition et autres se sont casés à l'Assemblée. Certains se sont casés parfois dans des commissions électorales, de petites institutions de gauche et droite. Mais le peuple ne les ressent pas et ne les crédite pas dans l'action du gouvernement. Et c'est ça, c'est la force. C'est le gouvernement, c'est la plus grande instance, c'est la plus grande organisation et c'est là le pouvoir. Donc je pense que c'est le moment de lancer un appel aux uns et aux autres et surtout aussi à nos camarades de la diaspora, puisque nous sommes les grands absents de la situation, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat, que ce soit dans toutes les institutions de la République, que ce soit même dans les tests de la nouvelle République. Il n'est pas fait cas de notre circonscription, alors que nous sommes plus de 2 millions, disons un quart sur les 8 millions d'habitants, et rien n'est fait mention. Et je pense que c'est peut-être le moment notre diaspora aussi de lancer un cri de cœur à ceux qui sont sur le terrain, à la classe politique, à la société civile, à la diaspora, pour que les gens fassent tout pour que le Togo nouveau n'exclue aucune couche de la nation. Parlons un peu donc de l'opposition togolaise et surtout donc de la C14. Est-elle morte juste comme ça? D'autres disent même que l'opposition n'existe plus. Que peut-elle faire de mieux? En toute franchise, je pense que c'est rentré dans l'histoire, la C14. Et c'est rentré dans l'histoire par la force des choses. Plus profondément que beaucoup ne le pensent même. Certains ont déjà même quitté cette terre. Honneur et mes hommages à Maître Yaovi Abouipo, par exemple, un leader charismatique qui nous a quittés, Edem Kodjo. Il y a pas mal de gens, pas mal d'acteurs. Et les gens partent avec les histoires, les gens partent avec les idéologies. La C14 a beaucoup fait et a aussi beaucoup déchu. Je pense que cela ne sert à rien de vouloir créer l'image de ce qui n'a pas laissé de bonnes traces, mais c'est le peuple togolais qui est plus important.
Vous savez, l'opposition togolaise, que ce soit sous la C14 ou d'autres bannières, a eu toujours cette méthode de vouloir vendre au peuple son produit. Son produit. Donc c'est comme un commerçant qui veut vendre ce qui lui plaît à lui, à ses clients. Parfois, ça marche si c'est le client qui a vraiment besoin de ton produit et ça résout un problème. Si ton produit est une solution à ces problèmes. Voyez, donc le client il peut prendre ton produit. Donc la C14, et tout comme les autres tendances de l'opposition, ou bien les autres coalitions de l'opposition depuis les années 90 jusqu'à maintenant, ont eu cette tendance de vendre au peuple togolais leur façon de voir l'avenir du pays que le peuple togolais cherche. Mais c'est le temps qui est la réponse. Dans les 30 ans d'exercice de cette opposition, ces 30 ans ont montré que le peuple n'accepte pas ce que l'opposition est en train de vendre, ce qui tue ces coalitions au jour le jour. Donc, il est peut-être temps pour qu'elles s'auto-évaluent et se remettent en cause pour comprendre que la nouvelle donne maintenant, c'est celui qui peut comprendre ce que le peuple cherche et servira au peuple ce qu'il cherche. Je pense que c'est lui qui sera embrassé par ce peuple-là. Et c'est la nouvelle donne que de s'efforcer et de continuer dans la même ligne à vouloir imposer au peuple, vendre au peuple son propre produit, sa propre vision de la chose. Donc, l'heure est grave. L'heure est plutôt à chercher à comprendre mieux ce peuple-là et reformater sa politique autour de la volonté du peuple. Celui qui peut comprendre cela le réussira, aura l'ovation du peuple, aura le vote, aura tout ce que le peuple a à offrir. Et c'est le cas. Nous restons sur le même diapason de l'opposition où on voit que l'opposition n'a pas fini de mettre encore toutes ses cartes. Et aujourd'hui, on voit naître aussi un nouveau mouvement composé donc de François Bokor, Kofi Nyamnyan. Est-ce que c'est le bon cette fois-ci? Non, mais ça me ressemble un peu à un tandem dans les années 2010 avec le groupe Kofi Nyam, Agbome Kodjo et François Bokor dans le temps qui ont fait émerger M. Jean-Pierre Fabre, qui n'est pas aussi loin de M. Olympio d'aujourd'hui, sur le plan familial ou quoi que ce soit. Et c'est à peu près la même chose. Donc, je pense que pour nous qui sommes de la génération de 90, ce n'est rien de nouveau, ce qu'on est en train de voir là. Et on dit que la nature a horreur du vide. Donc, à l'heure actuelle, avec l'absence des ténors de l'opposition sur la scène politique, avec le départ, le décès de feu Premier ministre Agbome Kodjo et son mentor Monseigneur Kodjo qui ont dirigé la dernière élection côté opposition. Donc je pense qu'il y a un vide et des gens doivent chercher à combler ce vide-là et à saisir cette opportunité. Mais pour nous qui sommes de l'autre génération, ça ressemble exactement en 2010 lorsque l'opposition cherchait un candidat unique. Et ils avaient à l'époque essayé de s'unir, de créer une commission mixte paritaire entre les différentes tendances des radicaux et des modérés pour proposer un candidat qui va remplir certaines conditions. Donc je pense que c'était fait à l'époque et ils cherchaient, ça tournait autour de Maître Yavia Bouipo. Et en dernier moment, lorsqu'il Yavia Bouipo devait rejoindre Jésus qui était en Europe et certaines autres personnalités de la diaspora et de l'opposition pour annoncer celui qui a été choisi comme candidat unique. Je pense que c'est en ce moment, le parti qu'Agbouipo était parti et il a retrouvé dans la salle les anciens ténors du régime RPT, comment on appelle, Agbome Kodjo et M. Kofi Nyam. Et je ne sais pas si beaucoup aussi étaient quand même derrière cette coalition et ils lui ont présenté Jean-Pierre Fabre, que voilà le monsieur qui sera. Et voilà, et bon, Jean-Pierre Fabre sera le candidat. Donc,
Donc c'est en ce temps qu'on avait vu ce tandem-là, ça s'est passé, et Agbegbo est revenu. Et par la suite, lui étant le candidat profond de la région du Yoto, par étant le candidat profond de la région des Lacs, et ça n'a pas vraiment pris pour que la base du CAR et les professeurs Minevi et autres du groupe Arc-en-Ciel et du groupe de la région de Yoto, ces leaders n'ont pas voulu s'aligner derrière Jean-Pierre Fabre, et malgré les discussions, ça n'a pas marché. Et je pense que Jean-Pierre Fabre, à l'époque, avait commencé sa campagne même à Tokli ou bien vers Bogan dans le Yoto. Mais il n'a pas pu aussi convaincre cette base là-bas. Donc depuis, c'est ça qui s'est continué dans ce qu'on appelle après le FRAC. Et le FRAC a continué dans la diversité, et après c'est parti vers le Cap 2015, et il y a eu l'Arc-en-Ciel puis Cap. Donc les deux groupes ont toujours continué parallèlement. Donc ce tandem-là n'est pas nouveau, et c'est une répétition, mais on leur souhaite bonne chance à tous leurs projets politiques. Pourquoi pas, les gens doivent avoir des ambitions. Mais il faut dire que s'il y a une chose qu'il faut, j'aurais personnellement, quant à moi-même, souhaité voir plutôt M. Bokor et Kofi Nyam dans un contexte de réconciliation des Togolais. Et pourquoi je dis ça? Parce que étant militaire, et l'autre, M. Bokor étant militaire et étant une autorité importante de la période de 2005 qui connaît les soubresauts politiques et les difficultés politiques sur le plan de l'instauration de la démocratie, il a beaucoup à savoir sur le fond des problèmes. Il a beaucoup à savoir sur, et à dire sur comment surmonter les difficultés qui causent les carences politiques et démocratiques que nous avons. Ce que je dis par là, c'est que le fond du problème que beaucoup ont identifié et sur le point sur lequel beaucoup sont d'accord, je parle de que ce soit les militaires togolais, que ce soit les politiciens togolais, que ce soit les gens de la société civile, les confessions religieuses, une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, qui est le fond du problème, ce sont les divergences politiques et les divergences ethniques qui ont ancré notre vie. Et c'est pour cela, juste après l'accord de Ouaga en 2006, il était important de mettre en application les réformes politiques de l'APG qui composaient dans son chapitre 6 les réformes de l'armée aussi. Et à la suite, on a demandé l'installation de la commission Vérité et Justice pour pouvoir aller à la justice transitionnelle. Ce que tous ces gens-là savent pourquoi on l'a fait. Vous avez écouté les militaires qui ont fait des dépositions depuis Dapan jusqu'à Lomé, mais tout a été mis en aparté parce que la classe politique n'a pas accompagné la société civile, n'a pas accompagné Monseigneur Barriga, le clergé, pour continuer cette mission. Alors, tout le monde sait que ce point-là, c'est ça qui est le fond de tout le problème. Et j'aurais souhaité plutôt ces gens-là aider les Togolais à résoudre le fond du problème que de commencer un bis repetitas de ce que nous avons vu en 2010 en créant encore notre tandem pour reprendre les mêmes slogans, les mêmes idéologies d'adversité, de problèmes superflus, je dirais, de constitution, de ceci, de cela. Donc, alors, en tout cas, moi, c'est mon point. Moi, je pense que c'est le moment que nous allons aller à trouver toutes les ressources nécessaires pour réussir là où on n'a jamais réussi, pour faire le projet que personne n'a jamais réussi à faire, qui est le projet de réconciliation qui est resté carrément en abandon. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire, vous l'avez dit. UNIR a pris véritablement aussi la présidence nationale de l'Assemblée nationale, je voudrais dire. Le président du parti sera donc le Premier ministre des conseils aussi. Rien n'a encore changé jusque-là. On ne sait celui qui sera véritablement le président de la République. Et dans les ménages, aucun changement jusqu'à présent. Et le chef de l'État, doit-il être inquiet en ce moment ou bien nous devons attendre à ce que ces titres changent? Non, je pense que le chef de l'État est toujours inquiet. Le chef de l'État a toujours été inquiet de l'avenir de la nation. Et pour ceux qui
ont la chance de le connaître personnellement dans son travail et dans certaines situations, ils peuvent témoigner que malgré ces difficultés politiques, malgré aussi ses faiblesses, il a toujours été inquiet. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas ignorer toutes les tentatives de discussions politiques auxquelles il a adhéré. Nous ne pouvons pas aussi oublier, vous venez de parler de M. Bokor, il n'y a pas plus d'un an, 2 ans, c'était sur les médias. Malgré que le contexte était M. Bokor était à l'exil, on a appris qu'il y a eu une discussion et il semblerait que le chef de l'État était ouvert à tendre la main et que M. Bokor rentrait au pays et il était question de ce passeport. Et quelque chose n'a pas marché, il n'est plus parti. Mais cela, le glimpse qu'on a eu, c'est que tout le monde s'est dit waouh, donc les gens se parlent, les gens veulent s'entendre, les gens veulent s'ouvrir. Ça, c'était ce que nous avions tiré. Nous n'avons pas tiré le problème des difficultés qu'il a eu par la suite, c'était regrettable qu'il n'ait pas pu rentrer, il n'a pas donné ses passeports, mais quand même qu'il y a eu quelque chose qui a eu comme discussion, personne n'avait espéré ça. Donc cela dit que, et c'était dit qu'il était dedans, le chef d'État était plus ouvert que peut-être ses collaborateurs qui n'avaient pas adhéré à l'idée de retour de M. Bokor. Mais le point c'est quoi? Le point c'est que ça veut dire qu'il est inquiet de tout. Mais sur le contexte de la nouvelle constitution, pour qu'il y ait une incitation dans les ménages, effectivement, c'est un peu plus profond que cela. Il va falloir que le président de la République réussisse vraiment à séduire le peuple dans la composition de ce gouvernement et aussi dans sa mission. Et ce n'est que par là, lorsque le peuple verra ces nouveaux dirigeants en train d'avoir en priorité de leurs agendas les objectifs qui peuvent améliorer sa vie, c'est-à-dire le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. On parle de constitution, mais personne ne sait combien de chapitres il y a dedans. C'est pas ça le souci du peuple, mais en quoi cela reflète dans le panier de la ménagère. Et c'est là où le président de la République a réussi sa mission. Et pourquoi l'ouverture aussi est importante dans cela? Parce que ça affecte ce que nous disons, ça affecte l'arrivée des investisseurs pour créer d'emplois. Donc, tout cela revient à quoi? À la réduction de la pauvreté. Donc, le panier de la ménagère va être affecté par la nouvelle constitution, par la nouvelle mission et le nouvel gouvernement qui doivent s'installer. Mais il faut qu'en tout et pour tout, mis à part la politique macroéconomique que le gouvernement exécute à chaque fois, il faut s'assurer que tout cela concourt à la réduction de la pauvreté. Donc, comment est-ce que cela se fait? Il y a plusieurs aspects de cela qu'il faut quand même reconnaître que le Togo est permanemment en train d'avancer là-dessus, parce que là, c'est prendre encore les indices qui sont aussi publiés par les institutions internationales qui sont en train de travailler constamment avec le Togo. Nous devons reconnaître aujourd'hui, en tant que citoyens, que sur le plan de l'économie de marché, que le Togo a fait quand même des progrès et que il est quand même confirmé que la réduction de l'inflation est constamment en bonne voie, ce qui est reconnu par la communauté internationale, les institutions de la Banque mondiale et autres. Mais aussi, il faut reconnaître que l'accès au crédit a pris un tournant très apprécié par la communauté internationale, les institutions financières comme le FMI. Il faut aussi reconnaître que la politique du genre que le président de la République prône a un impact sur le plan économique, ce qui est reconnu aussi par la Banque mondiale, parce que vous savez que le secteur informel et puis en matière de politique du genre, les femmes constituent un grand maillon de l'économie et ça touche beaucoup les ménages lorsque les femmes sont économiquement stables, ce qui fait aussi, donc c'est la raison pour laquelle ils sont en train de voir que la technologie, l'informatique, tout ça soit accessible aussi aux femmes. Donc ce qui encourage aussi un autre indice, c'est là où le président de la République, le gouvernement a mis beaucoup d'efforts dans la scolarisation des filles et aussi dans la scolarisation des enfants. Donc tous ces deux points sont aussi
bien reconnu par la Commission nationale comme progrès qui agissent sur la réduction de la pauvreté dans les ménages. Mais on va aussi ajouter à cela, on ne peut pas parler de l'économie sans parler de l'emploi. Donc, le côté de création d'emplois, avec les projets qui sont sur place par rapport au passé, il est reconnu par l'institution internationale qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas des indices très encourageants. Et comme moi je l'ai toujours souligné, que cet aspect d'emploi est trop lié à la stabilité démocratique et politique du pays. Donc mis à part ces avancements sur le plan d'économie du marché, sur le plan économique, il y a aussi des efforts qui ont été reconnus, comme le côté de la qualité des régulations qui sont en place concernant le commerce international et aussi concernant les échanges commerciaux entre les pays. Donc, sur ce plan, beaucoup d'aspects sont officiellement reconnus, mais nous avons aussi à nous rappeler que le côté gouvernance, les efforts qui sont sur ce plan, on peut dire que la lutte contre la corruption s'améliore. Et c'est bien reconnu, mais aussi le respect des droits civiques, l'accès à l'information, la liberté d'expression. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'efforts par rapport il y a 10 ans, 20 ans, dans d'autres décennies, la presse libre, malgré qu'il y a toujours beaucoup d'efforts à faire en matière de presse, mais quand même la liberté d'expression et l'accès à l'information sont bien reconnus. Donc dans les droits civiques, il y a au niveau des citoyens tout ce que peut faire pour que le citoyen se voit ses droits respectés, et aussi ça donne le droit, parfois l'égalité et l'équité. Donc nous pouvons dire que le Togo ne démérite pas, et c'est pour cela la lutte contre la pauvreté doit demeurer un objectif très cohérent dans l'action du gouvernement et pour pouvoir avoir un impact dans les ménages. Bien avant donc de terminer cet entretien, cette interview exclusive avec vous, Dr Kate, comment faites-vous pour savoir toutes ces informations et les citations donc du peuple et tout ce que vous nous dites dans cette émission, si vous ne faites pas partie de UNIR, qui est le parti qui gouverne le Togo? Non, mais ce ne sont pas des informations secrètes. Là, ce sont des informations publiques, puisque je suis en train de citer aussi des indices et des données qui sont publics, qui sont reconnus par les évaluateurs internationaux, puisque le Togo est un État avant toute chose, et est membre de plusieurs organisations internationales et doit adhérer à plusieurs protocoles internationaux. Donc il n'y a pas que les choses ne sont pas toujours roses. Vous savez que c'est aussi publié que le Togo a moins de progrès lorsqu'il s'agit des libertés politiques, et aussi n'a pas été trop apprécié aux côtés des investissements en matière de santé, malgré que le gouvernement, depuis, je pense, 7 ans ou 10 ans, a augmenté d'une façon exponentielle le pourcentage du budget qui est alloué au domaine de la santé. Mais ces indices sont tellement sincères que c'est publié, c'est bien clair qu'au côté de la santé, il y a beaucoup d'efforts à faire encore au côté de la santé. Et je pense que ça reflète la vérité si nous prenons les libertés politiques. Et les gens continuent de s'atteler à ce qu'il y ait beaucoup plus de liberté politique. C'est pour ça que nous devons dépasser notre clivage et continuer le dialogue politique et l'ouverture, et ne pas seulement se contenter d'une victoire du parti UNIR et puis les projets politiques et économiques, les projets économiques du pays, mais il faut plutôt coupler tout cela avec là où le Togo a des déficits, comme je viens de le dire, les libertés politiques, et aussi l'investissement dans le domaine de la santé continuellement, et que notre pays demain soit satisfait du travail de tous ses fils. Donc oui, c'est pas question de parti politique unir. Nous avons construit la démocratie. Bonne chance à tous les partis politiques qui s'installent, et succès à eux. Bon, nous disons, et je pense que il faut plutôt encourager
tous ces partis politiques à s'ouvrir plus. Je parle à l'opposition, comme au Parti Unir, à s'ouvrir plus aux Togolais de la diaspora aussi, parce que nous sommes une ressource humaine très importante. Ce qui manque parfois dans ces partis politiques, c'est plutôt notre absence, que malgré que nous avons beaucoup de compatriotes de la diaspora qui sont impliqués dans l'activisme politique comme dans le militantisme, que ce soit au niveau de l'opposition comme du pouvoir, mais sur le terrain, aucun parti politique n'ouvre son bureau politique à nos représentants de la diaspora. Donc nous avons beaucoup de techniciens de la diaspora qui comprennent beaucoup de choses qui intéressent la politique togolaise comme qui intéressent les politiciens, beaucoup de choses qui sont dans leur stratégie politique, mais ils n'ont pas le courage de se rajeunir ou bien de se renforcer avec les ressources humaines de la diaspora. Donc oui, c'est pas affaire de venir. Moi, je suis ouvert à tous les partis politiques. Je pense que la jeunesse doit être encouragée à contribuer. Alors, Dr Katé, nous sommes à la fin de cet entretien. D'où viendra l'excitation des Togolais malgré la cherté de la vie, les vicissitudes dans lesquelles ils sont aujourd'hui, surtout quand on fait face à une nouvelle constitution et avec donc la 5e République qui est donc à l'horizon ou dans laquelle nous sommes déjà. Comment est-ce que le président de la République togolaise, sinon le premier ministre des conseils, le président des conseils, réussira son nouveau défi? La main tendue, surtout jamais ne pas faire présenter au peuple un gouvernement monocolore, la main tendue, et aussi présenter une équipe sans aucun doute et sans aucun doute être vue comme l'équipe de la situation, l'équipe de l'avenir. Et je pense que c'est le moment, c'est plutôt un exercice sur la table du chef de l'État que sur la table des ministres. Bien sûr, je fais confiance qu'avec son expérience, il va toujours faire appel à des technocrates en la matière. Mais la donne est tellement complexe que pour le bien de la nation, je pense que la tâche est très unique cette fois-ci. Le président de la République personnellement aura à imprégner une vision, à imprégner une équipe gouvernementale qui vraiment doit donner l'espoir et réussir la mission qui est dans un délai court, apporter du pain sur la table à beaucoup de Togolais, une équipe qui va créer beaucoup d'emplois, une équipe aussi qui va faire revivre la politique d'une manière collective et constructive et créer un avenir de partage des biens de la République équitablement à toutes les couches de la nation et créer un contexte où tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest doivent rester réconciliés, créer un contexte où les Togolais de la diaspora, comme les parents au pays, chacun, main dans la main, doit devenir patriote et contribuer, bénéficier de tous les biens du pays. L'un des points que j'ai toujours aussi, je n'ai pas souligné, c'est dans les carences qui ont été soulignées dans les indices qui reflètent la situation du Togo, c'est le côté fiscalité. Le Togo n'a pas eu de très bons points côté fiscalité dans sa politique fiscale. Donc, et vous le savez, nous, les Togolais de l'extérieur, c'est dans le commerce international que nous sommes beaucoup plus imprégnés. Et nous avions dénoncé dans le passé certains croix au niveau de la douane, au niveau des fiscalités. Nous avons eu des doléances. Et effectivement, il faut qu'on continue, il faut qu'il réussisse vraiment dans sa mission à prendre en compte toutes ces doléances-là et pour que dans un délai très court, le Togolais se réjouisse de toute cette nouvelle donne-là et on verra bien si l'idée a été bonne. Merci Dr Albert Katé, merci à vous tous qui nous avez suivis pour cet entretien exclusif sur Afro Web TV FM Liberté. On se retrouve pour un autre numéro. Bye. Merci Moïse. Join us on www.afrowebtv. Join us on www.afrowebtv.com. Join us on www.afrowebtv.com.